Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Violaine de Philippi-Abat, avocate féministe et autrice de La Résistance écarlate, publiée aux éditions Payot. Elle nous alerte, les droits des femmes que l'on croyait acquis sont à nouveau menacés. Mais avant d'ouvrir cet échange, arrêtons-nous un instant sur cet appel, s'engager pour une résistance écarlate. Parce qu'aujourd'hui, les droits des femmes ne reculent plus par accident. Ils sont attaqués méthodiquement. En France, on a vu se déployer le récit du MeToo qui va trop loin. On a parlé de chasse aux hommes, de chasse aux sorcières, de société de la délation, de tribunaux médiatiques. On a dénoncé la moralisation des rapports femmes-hommes ou encore la dictature du politiquement correct. C'est toujours la même stratégie, présenter l'égalité comme une menace. Inverser la charge, transformer les victimes en coupables et les coupables en victimes d'un excès. Nous sommes face à une offensive large où les extrêmes s'emparent des concepts pour les déformer et les retourner contre les droits des femmes. Ailleurs, le retour en force des conservatismes religieux frappe de plein fouet. En Pologne, en Turquie, dans de nombreux États américains, l'avortement recule. Partout, les femmes sont renvoyées à des rôles imposés au nom de la tradition. Les grandes ONG le confirment. Montée de l'autoritarisme égale recul des droits et banalisation progressive des idées anti-droits dans l'espace public. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un troisième front existe, celui que vous connaissez, celui d'un monde numérique sans régulation. Deepfakes sexuels, diffusion virale, dépossession du corps et de l'image. Des outils soi-disant neutres qui renforcent en réalité les rapports de domination. C'est l'un des visages techno du backlash. L'attaque contre les droits des femmes est autant culturelle que politique. On rend discutable des évidences à coups de tribunes, d'émissions, jusqu'à ce que les messages paraissent légitimes. Une normalisation qui s'appuie sur 3 relais puissants. Des médias réactionnaires, qui légitime l'antiféminisme, une pop culture, cette dark romance qui plaît tant et qui romantise la violence, des discours sociaux et des réseaux sociaux qui amplifient le sexisme à grande échelle. Et bien sûr, cette imprégnation commence dès l'enfance. Le Haut Conseil à l'égalité alerte. 77% des vidéos pour enfants sur YouTube véhiculent des dialogues sexistes. Appelons papa, il est fort, maman fait le ménage, maman a peur, papa protège, papa bricole, il est habile. Les stéréotypes s'installent très tôt. Ajoutons l'instrumentalisation du féminisme avec comme objectif de brouiller les repères et de détourner un vocabulaire émancipateur. Alors, me direz-vous, que faire ? Eh bien, peut-être pourrions-nous nous interroger sérieusement et analyser les dominations, refuser leur récupération, repolitiser la notion de choix. Car le libre arbitre, vous le savez, n'est jamais absolu. Il est façonné par des conditions sociales, économiques, culturelles. Alors oui, il faut résister, résistons, dans l'espace public comme dans le privé, par un microféminisme du quotidien autant que par une action collective, en dépolarisant les rapports femmes-hommes, en rappelant que le féminisme bénéficie aussi aux hommes, en faisant front malgré nos divergences. La résistance écarlate, c'est maintenant, visible, solidaire, éclairée, parce qu'il n'y a pas d'accès à vouloir l'égalité et parce que la fiction de la servante écarlate ne doit jamais devenir notre réalité. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Violaine de Philippi-Abat, avocate féministe et autrice de La Résistance écarlate, publiée aux éditions Payot. Bonjour Violaine. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Alors, dans votre livre, vous dites que les droits des femmes ne reculent pas par hasard, mais qu'ils sont attaqués de manière ciblée. Alors, j'ai envie de vous demander, qui sont les principaux acteurs de cette offensive ? Je dirais qu'ils sont à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr l'échelle individuelle et l'échelle politique collective. Je voudrais m'arrêter quelques secondes sur le terme backlash, qui est le sous-titre du livre, c'est-à-dire les femmes face au nouveau backlash. Que veut dire backlash ? Eh bien, c'est ce retour de bâton finalement réactionnaire qui fait suite à une vague d'émancipation des femmes. On en a déjà eu une de vague de backlash dans les années 90 et même 80, suite à la vague d'émancipation des années 70. Et ça, c'est Susan Faludi, une journaliste américaine, qui l'avait très bien analysé et résumé dans le livre Backlash, qui justement se penchait sur cette situation aux États-Unis, spécifiquement dans les années 80-90. Et donc, une journaliste féministe avait posé la question à Susan Faludi, selon vous, sommes-nous face à un nouveau backlash ? Elle avait répondu, oui, nous y sommes, et il n'y a pas à chercher très loin pour voir finalement les indices, et ce backlash sera encore plus violent. Donc, qui nous attaque ? Comme je disais, c'est à la fois des attaques individuelles et collectives.
Ça va être à l'échelle donc individuelle des personnes qui se sentent menacées par la vague MeToo et l'émancipation de la parole, le fait que ce soit moins difficile pour certaines femmes de parler de leurs agressions. C'est toujours moins difficile parce que c'est jamais facile de parler d'une agression, peu importe sa nature. Et donc, à l'échelle finalement du quotidien, ce sont des hommes qui vont penser que ça va trop loin parce qu'ils se sentent en insécurité. Ils ont perdu leurs repères. C'est vrai que cette vague de moi aussi j'ai été violée, moi aussi j'étais agressée, c'était pas prévu, ça a déferlé. Et donc, ces hommes-là, finalement, sont en perte de repères. Alors, je les excuse pas dans la mesure où je pense que ce sont de grands garçons et qui sont capables de s'informer. Mais on peut comprendre aussi que quand ils ont grandi à une époque où eh bien, ce n'étaient pas les mêmes codes. Finalement, tout d'un coup, pour eux, tout change. Et donc, leur réaction, ça va être de dire ça va trop loin, c'est exagéré, elles sont pas si traumatisées, pourquoi est-ce qu'elles ont mis autant de temps à parler, pourquoi d'un coup tout se monde. Donc, c'est ça, finalement, la réaction à l'échelle individuelle, anti-droit des femmes. Mais il y a aussi une recherche, une analyse collective, le populisme identitaire, vous parlez du conservatisme religieux, vous parlez aussi de technolibertarisme. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Alors, à l'échelle collective, finalement, je dirais, les réactions individuelles vont se cristalliser dans différents mouvements qui partagent pas forcément les mêmes idées, mais qui se retrouvent sur le fait que le féminisme va trop loin, on en fait trop, on veut tuer l'amour, etc. Ce qui est faux, bien sûr, mais j'y reviendrai. Donc, il y a effectivement les conservateurs religieux qui vont cristalliser ces rôles. C'est pas nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il y a quand même un regain, finalement, une hausse, par exemple, de l'adhésion des religions. On le sait, peu importe finalement les institutions religieuses. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on sait que dans les théocraties, ce sont les pires endroits pour les femmes, notamment en Afghanistan, en Iran, c'est terrible. Là, récemment, à la rentrée, il y a des femmes qui n'ont pas pu être secourues en Afghanistan. Elles étaient sous des gravats. Et comme la loi islamique interdit d'être touchée par des hommes qui ne sont pas leurs conjoints ou leurs pères, on les a laissés mourir sous les décombres. Donc évidemment, dans les théocraties, la régression, elle est assumée, elle est revendiquée comme quelque chose de normal. Finalement, on serait des sous-êtres humains. Là-bas, c'est clair, c'est net. Dans d'autres religions qui actuellement sont moins oppressantes pour les femmes, mais qui le sont quand même, on note par exemple que l'ancien pape, le pape François, disait que par exemple, avorter, c'était pas possible, que c'était un crime. Il a aussi rappelé que l'homosexualité, c'était un péché. Donc certes, il a fait des choses, il est allé en avant, par exemple, sur l'union des personnes homosexuelles, mais on voit bien que dans la religion catholique aussi, on a des visions très genrées de ce que doit être une femme et de ce qu'on doit faire ou pas. Et visiblement, c'est pas la même chose pour les hommes. Mais la grande différence, c'est que c'est pas ces couches qui se cumulent aujourd'hui, c'est-à-dire la religion, plus le populisme, plus les réseaux sociaux, plus, etc. Exactement. Etc. Donc là, on parlait des conservateurs religieux. Et alors, je tiens quand même à préciser que, loin de moi l'idée de critiquer la foi personnelle, qui est on ne peut plus intime, et qui est bien sûr la liberté la plus, la plus personnelle et intouchable, c'est-à-dire la liberté de penser, de croire. En revanche, ce que je critique dans le livre, notamment, ce sont les institutions de pouvoir, c'est-à-dire la façon dont vont s'organiser les cultes et qui, en fait, résultent quasi systématiquement sur une oppression des femmes. Donc ça, c'est pour les conservateurs religieux qui ont le vent en poupe en ce moment. On le voit avec, par exemple, l'argent qui met le milliardaire Sterrin pour financer l'idéologie, notamment religieuse, avec une certaine vision de là où devraient être les femmes. À côté de ça, on a aussi tout un mouvement qui n'a rien à voir, mais qui est un mouvement de colère sociale, qui est, je crois, tout à fait légitime, avec une politique depuis plusieurs années qui précarise les Françaises et les Français. Il y a une colère qui monte, et on l'avait vu avec les Gilets jaunes, on le voit encore aujourd'hui à la rentrée avec les mouvements de blocage en France. Cette colère sociale, elle se catalyse, et en fait, finalement, l'épouvantail, la personne à viser, une des cibles, ce sont les associations féministes qui finalement seraient la cause de plein de maux, notamment de la perte d'identité soi-disant européenne. Donc en fait, la colère sociale va se catalyser pour se projeter contre notamment les féministes, comme si on était responsable de la perte des valeurs, et que si on revenait à des soi-disant valeurs précédentes qui auraient été mieux pour les femmes, alors tout s'arrangerait. Alors qu'en fait, bien
sûr, c'est faux. Et là, c'est ce que j'appelle dans le livre le populisme identitaire post-MeToo, qui est de dire, bon, ok, la crise, la colère sociale, au lieu de la régler, de prendre des bonnes mesures, on va désigner des responsables, les féministes en premier lieu. On en a marre, elles crient trop fort, etc. Ces hystériques qui veulent tuer les hommes. Alors, vous affirmez que cette offensive envers les femmes n'est pas seulement politique, mais aussi culturelle, jusque dans nos vies quotidiennes. Dans un instant, vous allez nous éclairer sur ce que signifie cette offensive culturelle. À tout de suite sur Sud Radio. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donner la parole à celles et ceux qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui, nous nous engageons pour la résistance avec Violaine de Philippi-Abat, avocate féministe et autrice de La Résistance écarlate, publiée aux éditions Payot. Violaine, vous l'affirmez dans votre livre. L'offensive envers les femmes n'est pas seulement une bataille politique, mais une véritable offensive culturelle. Alors concrètement, comment ça se traduit dans nos vies quotidiennes à nous les femmes ? Dans nos vies quotidiennes, les conséquences directes, là, ça va être une difficulté pour avorter en France. Il y a eu 7 centres du planning familial qui ont fermé dans la Drôme, par exemple. La Fondation des femmes a pointé que les subventions pour les associations féministes, c'était 15% de baisse en un an. Là, c'est leur rapport de la rentrée. Et donc, typiquement, un exemple, c'est une femme qui a voulu avorter en juin à Perpignan. L'hôpital lui a dit de revenir parce que c'était trop tôt et qu'il fallait qu'elle ait une échographie avant. Donc, comme elle est formée sur ces questions, elle a répondu du tac au tac, je ne veux pas écouter les battements du cœur, une prise de sang suffit. Ils lui ont dit, si vous n'êtes pas contente, vous trouvez une sage-femme en libéral. Elle a appelé une sage-femme en libéral, elle a réussi à en trouver une qui était disponible, et rebelote pendant le rendez-vous, mais vous êtes sûr que vous voulez avorter, c'est quand même tôt, est-ce que vous voulez pas réfléchir? Elle a dit non, je veux avorter, et la sage-femme lui a répondu, écoutez, je vais vous prescrire les médicaments, mais sachez que j'ai pas fait ce métier pour faire des avortements. Donc voilà, une illustration très concrète du backlash actuel, donc du retour de bâton contre les droits des femmes. Autre exemple, tant qu'on n'aura pas d'argent pour les écoles, pour éduquer, eh bien on générera sans cesse une société avec des stéréotypes sexistes qui font que les petits garçons et les petites filles se retrouveront à jouer tout le temps la même partition, avec soi-disant le rôle de la femme qui serait d'avoir les enfants et s'en occuper plus que l'homme, qui lui devrait gagner de l'argent, être viril, fort, et donc après ça, parfois, ils se sentent en capacité de forcer le consentement, d'agresser et de pouvoir soutenir ensuite qu'ils n'étaient pas au courant que c'était une agression. On l'a entendu, notamment au procès des agresseurs de Gisèle Pelicot, des violeurs de Gisèle Pelicot. Il y en a quand même beaucoup qui ont dit qu'ils n'étaient pas au courant ce que c'était qu'un viol. On marche sur la tête, bien sûr, d'entendre des propos pareils, surtout dans les circonstances dans lesquelles elle a été violée. Néanmoins, la justice française a longtemps autorisé les viols conjugaux. La première mise en accusation pour un viol conjugal reconnu par la Cour de cassation, c'est 1990. Donc maintenant, peut-on vraiment s'étonner qu'on arrive à une société où on doit faire marche arrière et expliquer que tout ce qu'on a dit au début du 20e et même après 1950 jusqu'en 1990, tout ça, oubliez tout, reset, effectivement, il ne faut pas violer les femmes. Je veux dire, est-ce que vraiment c'est étonnant qu'en 2025, on en soit encore à devoir faire l'éducation là-dessus? Je ne crois pas, mais donc il faut de l'argent. Il faut faire les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les écoles, et il faut aussi de l'argent pour la justice. Aujourd'hui, la justice, c'est le même état que les urgences des hôpitaux. Quand vous déposez plainte, vous n'êtes pas tenu au courant de où en est votre plainte, parce qu'il n'y a pas de sous. S'il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'équipe. S'il n'y a pas d'équipe pour traiter les dossiers, vous n'êtes pas tenu au courant et il n'y a pas d'acte d'investigation. Exemple concret, en Ile-de-France, une enquêtrice m'expliquait qu'ils étaient 5 sur son secteur, c'est-à-dire sur les violences intrafamiliales, dans le commissariat, pour gérer, tenez-vous bien, entre 1400 et 1500 dossiers d'enquête. 5. Oui, alors ça, on est vraiment confronté à ces difficultés-là sur le terrain. Alors, il n'y a pas d'argent, effectivement, pour accompagner les femmes et pour trouver des solutions à toutes ces violences, mais certains groupes en ont, pour eux, utiliser parfois le vocabulaire féministe pour démontrer qu'en fait, ils cherchent à défendre les femmes, mais en réalité, c'est une inversion de ce vocabulaire. Là aussi, alors, est-ce que c'est une tendance de fond ou est-ce qu'on est face à des micro-exemples ? Malheureusement, ça a pu être des micro-exemples par le passé, mais là, ça prend beaucoup d'ampleur parce que, comme vous l'avez dit et rappelé justement, c'est des groupes qui sont plus financés maintenant que les associations pour les droits des femmes. Donc, c'est des groupes qui ont du pouvoir pour être diffusés, pour faire entendre leur voix,
plus. Donc, par exemple, ça va être vider le sens des mots, se revendiquer féministe alors qu'on n'est pas capable de dire qu'on est un groupement pour l'avortement. À mon sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... Enfin, c'est juste illogique. Là, je pense notamment à Némésis. J'ai regardé leurs posts sur leur page Instagram, puisque c'est leur principal biais de diffusion, je crois en tout cas. Eh bien, il y avait une vidéo, je crois, du printemps dernier, en tout cas de cette année, où une des dirigeantes expliquait qu'elle ne se prononcerait pas sur l'avortement parce que ça faisait pas consensus dans leur groupe. Mais enfin, je veux dire, si la liberté de disposer du corps et de choisir si oui ou non on a le droit... Enfin, on veut cet enfant ou pas, si ça c'est pas la base du féminisme, qu'est-ce que le féminisme? Alors c'est pareil, quand on les écoute, par exemple, les violeurs seraient essentiellement des étrangers sans papier sous OQTF. Elles ont même des mugs qu'elles prennent fièrement en photo sur leur page, avec leur page, marqué violeurs étrangers dehors des mugs, donc des tasses de café. Et donc tout ça diffuse de fausses informations. Moi je rappellerais que on encourt beaucoup plus de risques d'être violé par un proche ou agressé par un proche. Les agressions et les viols dans la rue, évidemment, c'est grave. Évidemment, il faut les combattre et c'est intolérable. En revanche, on ne peut pas faire croire aux personnes que c'est ça, la majorité des viols et des agressions. 90% des viols sont commis par des gens que l'on connaît et qui sont notre propre facture, nos propres familles. Alors, il y a aussi un élément... on peut aussi nous-mêmes, les femmes et certaines associations, s'interroger sur nos postures. On ne peut pas nier que le féminisme est traversé par des fractures. On ne peut pas nier que ces fractures ou ces divisions, comme on a envie de les appeler, sont parfois générationnelles, elles sont parfois idéologiques, mais évidemment, elles servent les adversaires du féminisme. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ces faiblesses ? Déjà se parler, c'est-à-dire accepter de ne pas être tout le temps d'accord entre nous, puisque à force de chercher qui est l'activiste la plus puriste, qui boit le plus de thé matcha, qui couche avec le moins d'hommes possible, je caricature bien sûr, hein, c'est pour la blague, on a bien compris, eh bien on ne se concentre pas sur l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel c'est aujourd'hui d'arriver à proposer un programme pour les droits des femmes qui soit commun et qui puisse permettre de contrer l'extrême droite, qui fait croire que eux seraient les défenseurs des femmes et qui diffusent de fausses informations. Tant qu'on n'a pas cette approche commune et cette capacité à se parler, eh bien, je crains le pire pour 2027. Et je comprends presque parfois certaines personnes qui peuvent se laisser tenter par un vote RN parce que la gauche, maintenant, ne répond plus à certaines de leurs inquiétudes. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, puisque j'ai commencé à l'écrire après les législatives de 2024, après avoir appris qu'une de mes très très proches avait voté pour Bardella. Donc, je me suis dit, voilà, je crois que si cette personne pense qu'effectivement, c'est pas dangereux pour les droits des femmes, le RN, et que la gauche ne répond pas à certaines de ces questions, je vais essayer de m'y pencher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce livre, en réalité. Et alors, quelle est votre vision, vous, de la place des hommes dans ce combat qui est celui des droits des femmes? Est-ce que... comment on les embarque et comment vous pensez pouvoir les embarquer? Je pense que c'est vraiment pas nouveau finalement l'idée d'expliquer que le féminisme bénéficie à tout le monde, que c'est un projet de société et de vivre ensemble. Il y a déjà des autrices du 19e siècle qui l'expliquaient très bien. Je pense notamment à Harriet Taylor. Voilà, de dire en fait le féminisme est utile aussi pour les hommes. Parce que on parlait en début d'émission de cette peur qu'ont certains hommes à l'échelle individuelle de plus comprendre vraiment les relations femmes-hommes. Mais si cette peur, elle peut être légitime, de toute façon, c'est un sentiment. Donc, je veux dire, on n'est personne pour juger un sentiment. En revanche, il est important de discuter et de faire de la pédagogie, en fait, pour effectivement expliquer que, voilà, le consentement, c'est important, mais c'est important pour les deux personnes. Et de la même manière que la place des hommes dans la société, ça n'a pas nécessairement à être celui qui pleure pas, qui est viril, qui est fort, qui est beau, qui est intelligent, et que eux aussi, se libérer de cette espèce de rôle théâtral qui est absolument ridicule, ça peut aussi leur enlever un poids, et que bien sûr le féminisme profite d'abord aux femmes parce que c'est nous la classe oppressée entre les femmes et les hommes, mais en revanche les hommes, c'est pas un cadeau non plus, je crois, de devoir supporter ne serait-ce que la charge financière. En fait, à quel moment c'est sympa de se dire qu'on doit payer toutes les factures? Comment peuvent-ils 30 secondes? C'est pour ça que je comprends pas je comprends pas cette réaction de dire non, les femmes sont mieux à la maison, les hommes au travail. Mais pour qui? Pour aucun des deux, en fait. C'est bien ce type de schéma. Alors, résistance écarlate et servante écarlate. Je ne peux pas m'empêcher de faire cette analogie. Dans cette fiction absolument terrible, les femmes sont réduites, exploitées, menacées, elles sont violées pour enfanter. Est-ce que vous faites un parallèle entre cet univers dystopique et la réalité des menaces qui pèsent aujourd'hui sur les femmes? Est-ce qu'on peut aller aussi loin?
Comme vous l'avez dit en introduction, on est quand même en train de pencher dangereusement dans cette dystopie. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai fini d'écrire le livre, j'ai revisionné la série, effectivement, qui est l'adaptation du livre de Margaret Atwood, La Servante écarlate. Il y a un épisode où une femme est maintenue en vie artificiellement pour qu'elle puisse accoucher parce que l'avortement est interdit. Eh bien, en même temps, en Géorgie, aux États-Unis, une femme était vraiment maintenue en vie artificiellement parce que l'État interdit l'avortement et que donc elle devait accoucher avant qu'on puisse la débrancher. Donc, on est en train de glisser petit à petit là-dedans. On l'a vu à la rentrée ou à la fin de l'été. Il y a le ministre de la Défense de Trump qui a reposté un appel d'un masculiniste à remettre en question le droit de vote des femmes. Comme quoi, on se sentirait beaucoup mieux si on ne devait pas réfléchir aux questions politiques. Donc ça, c'est... Voilà, on y va petit à petit. Et bien sûr, les premières touchées par ces menaces et ces régressions, c'est les femmes qui sont victimes de plusieurs discriminations en même temps. Donc avec une analyse intersectionnelle, il ne faut pas oublier que voilà, les femmes qui sont victimes par exemple de racisme vont être les premières touchées par ces problématiques. Alors, on va terminer cette conversation par un mot peut-être ou une phrase qui pourrait résumer l'urgence de votre livre. Vous feriez un appel de quelle nature? Moi, je ferais un appel à 2 échelles en fait. Un appel aux politiques pour débloquer de l'argent parce que j'ose espérer qu'un jour existera une société où on ne sera pas là à faire de la répression parce qu'on aura su éduquer. Et l'éducation pour avoir une société demain qui soit justement non sexiste et non violente, elle se fait maintenant. Donc là, c'est de l'argent pour les écoles pour qu'on puisse enfin tenir les séances d'éducation à la vie affective et relationnelle. Et je ferai aussi cet appel pour les individus. Je crois qu'il ne faut pas se braquer contre les féministes, qu'il faut aussi prendre du recul sur les messages qu'on veut passer et arrêter de nous caricaturer, que finalement c'est un mouvement qui prône aussi le bien-être de tout le monde et du vivre ensemble, qu'à aucun moment on veut que les femmes vivent d'un côté de la rue et les hommes de l'autre, et qu'à aucun moment on veut faire une société à 2 vitesses. Vivre ensemble, on va finir sur ce mot important, sur cet engagement. Merci Violaine de Philippi-Abat. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Résistance écarlate, publié aux éditions Payot. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Anthony Martin-Smith pour Faut que ça change. Merci. C'était La force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.